m'entendez pas. Bonjour, voilà, j'avais coupé le micro, ça va mieux avec le micro. Donc j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc on se retrouve pour une nouvelle séance de quiz. Je suis un peu en avance, quelques minutes en avance, donc on va laisser le temps à tout le monde de se connecter sur le Kahoot. Donc vous avez donc le code 970 29 95 pour vous connecter au Kahoot. Je vous rappelle sur un autre écran pour pouvoir suivre en même temps le live où je vais donner donc les questions. N'oubliez pas de mettre également la vidéo en HD pour avoir les images en même temps. Alors on va attendre un peu parce qu'on n'est pas très nombreux encore, 4 joueurs donc 16 en live. Alors nous sommes 5 joueurs. Nous n'avons pas encore les habitués du quiz, encore que si, certains oui. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir Bruno, bonsoir Coralie, bonsoir Sophia, bonsoir Apolline. Bonsoir Lucas. Alors j'ai mis la petite musique de fond de Kahoot, hein, dites-moi si c'est trop fort. Bonsoir Elodie. Bonsoir Romain. Le monde arrive. Bonsoir Aurore. Je vous rappelle, pour vous connecter, donc vous avez le site donc kahoot.it et le code 970 29 95 en espérant qu'on n'ait pas de bug ce soir. Croisons les doigts. Bonsoir Dorian. Aujourd'hui on se retrouve sur le thème de la tectonique des plaques. Donc, il y a en tout 11 questions, 10 questions comme d'habitude et une question plutôt bonus où il y aura plus de points, il y aura un petit calcul à faire. Alors on a 7 joueurs pour l'instant pour le Kahoot, 8. Ah, sympa, Pauline. En effet, c'est un cours que j'ai trouvé sur un site internet. Et puis, moi, je connais pas du tout Monsieur Moyen, mais du coup, j'ai partagé le cours, donc en effet, aux membres de la page. Qu'à Saint-Étienne. Qu'à Saint-Étienne qui a un gros point commun avec le Nord, c'est le bassin minier. Je suis jamais allé, moi. Alors, on est 13 joueurs, 29 en live. Et il est quelle heure? 21h01. On va attendre 2-3 minutes et puis pour les retardataires. Et ensuite, on démarre. Donc, pour info, j'ai raccourci le temps de réponse. C'est-à-dire qu'avant, je mettais 240 secondes, c'était beaucoup trop long. Du coup là j'ai ralenti, sachant qu'il y a une latence de 30 secondes, j'ai mis à 90 secondes, vous avez 90 secondes pour répondre, ce qui fait que vous avez à peu près 1 minute en gros pour donner votre réponse. Qui va permettre aussi d'être un peu plus dynamique au niveau des réponses. Exactement, c'est un super prof en plus. Bon, c'est cool que les super profs existent, surtout en géologie. On se met des passions. Alors, 15 joueurs. 16.
On a pas mal d'habitués qui sont toujours là. Alors 16 joueurs, est-ce que ça se stabilise? Cathy Lucas du dit ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Cathy Lucas? Il faut aller sur www.kahoot.it, mettre le code 9702 995 et ensuite tu mets un pseudo. Donc, tu mets le pseudo que tu veux, et puis à la fin, si tu gagnes, on te demandera qui est ce pseudo, et du coup, tu pourras t'identifier comme grande gagnante. On va attendre que Cathy, du coup, se connecte. Alors, nous sommes 19, dis donc, nous sommes nombreux sur le Kahoot. La page du site ne s'ouvre pas. Tape directement sur ton navigateur kahoot.it. K-A-H-O-O-T.it. Tape directement sur ton navigateur, sur ton téléphone si c'est sur ton téléphone, ou sur un autre onglet si tu es sur ordinateur. « 20 joueurs. » 21 joueurs, bah dis donc. Nous sommes de plus en plus nombreux. En tout cas, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui c'est le jour de la Terre. Earth Day. Le 22 avril. Et après ce quiz, vous pourrez profiter des Lyrides. Puisque la Terre passe dans un nuage de poussière de comètes. Et donc on a ce soir, 22 avril, l'apogée en fait des étoiles filantes, la pluie d'étoiles filantes d'avril, des Lyrides. Pour la petite info. Comme ça vous pourrez profiter après le quiz, de votre jardin, de votre balcon, de votre fenêtre, et profiter des étoiles filantes. Surtout que, en tout cas dans le nord, c'est bien dégagé. Bonjour de la Terre à vous, oui. Et à tous les géologues et à tous les terriens. Alors, nous sommes 20. Est-ce que Cathy a réussi à se connecter finalement? Je vois pas son pseudo, je ne sais pas comment elle s'est appelée. Est-ce que Cathy, tu as réussi à te connecter? Bonsoir Carpente. Amine, tu parles des Lyrides. Des Lyrides, ça dure plusieurs jours en fait. Je ne sais plus les dates exactes, je crois que ça dure jusqu'au 26 avril, mais il me semble que cette nuit, c'est le moment où il y a le plus d'étoiles filantes. On a le plus de chances de voir des étoiles filantes. Cette nuit ou la nuit passée, je ne sais plus. Avec les décalages horaires, etc. En tout cas, c'est en ce moment, quoi. Ah, Cathy est arrivée. Bon, on va pouvoir commencer du coup. Allez, on y va. Donc on commence pour ce thème de la tectonique. Donc je vous rappelle, vous avez parfois des petites réponses, donc vous cochez la bonne réponse. Parfois c'est un mot à noter, sur une question ce sera un mot à noter. J'ai pas fait cette fois-ci de questions où il faut remettre dans l'ordre. Parce que ça buguait pas mal pour certains. Et je vous rappelle, il y a 90 secondes par question pour répondre à la question et puis 240 secondes. Donc cette fois-ci, ne perdez pas de temps. Allez, on va démarrer tout de suite. Je lance. Bon jeu à tous et que le meilleur gagne. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Première question. Alfred Wegener est l'un des premiers scientifiques à évoquer un mouvement à la surface de la Terre par sa théorie de la tectonique des plaques, pomme chaude, dérive des continents ou ronde des océans. Comment s'appelait sa théorie? À ce monsieur Alfred Wegener qui est un peu le Darwin de la géologie. Sa théorie qu'il a mis en place en 1912, il a publié du moins en 1912, il a commencé à publier. Vous voyez, le temps est beaucoup plus réduit, hein, donc ne perdez pas de temps à répondre.
Alors, 16 réponses. Donc, Alfred Wegener était un climatologue, hein, comme vous le savez. Donc, pour faire sa théorie, il a utilisé plusieurs arguments. Pomme chaude à coup sûr, nous dit Dorian. En tout cas, cette théorie existe, hein, la théorie de la pomme chaude existe. Et c'était donc la dérive des continents et pas la tectonique des plaques. Attention, la tectonique des plaques, c'est une théorie qui est arrivée dans les années 60. Wegener, non, n'a pas inventé la théorie de la tectonique des plaques, mais bien de la dérive des continents. Alors, je vous montre ça tout de suite en correction, vous expliquer un peu la différence. Donc, Wegener, qui s'est basé sur plusieurs arguments. Vous avez la forme des continents, donc, qui montre bien que les continents étaient collés il y a quelques temps par rapport à maintenant, quelques millions d'années, on verra ça après. Il s'est basé également sur la paléontologie avec des espèces qui retrouvaient également sur 2 continents différents, séparés par l'Atlantique. Il s'est basé sur les chaînes de montagnes, donc des arguments géologiques, des arguments climatologiques avec les traces des glaciers. Et puis donc il a mis en place cette théorie comme quoi les continents flotteraient sur les continents qu'il appelait le SIAL, S-I-A-L, qui flotteraient sur le CIMA, SIAL pour silice aluminium, CIMA pour silice magnésium. Et donc ces continents flotteraient et dériveraient à la surface donc de ce CIMA, équivalent du manteau actuel. Or on sait maintenant que le manteau n'est pas liquide. Et donc c'est pas possible que les continents flottent, que le ciel flotte sur le CIMA. Et la théorie de la pomme chaude, c'est la théorie de ceux qui pensaient que rien n'avait bougé et qu'en fait la Terre s'était contractée, ce qui avait créé les océans et les continents. Voilà pour la petite explication. On va regarder maintenant, du coup, le premier top, voir qui est en tête. Je vous rappelle, la rapidité compte dans les points. Alors, on a Elodie qui est en tête, Coucou c'est moi en deuxième, Val, troisième, Dolomieu en quatrième et Julietta en cinquième. On continue avec la question 2. Comment a-t-on appelé le continent unique, justement, formé il y a 250 millions d'années? Est-ce qu'on l'a appelé le Tétis, le Gondwana, la Laurasie ou la Pangée? Comment s'appelait ce continent unique? Voilà, j'ai donné une date, 250 millions d'années à peu près. Ce continent unique, duquel est né l'ensemble des continents actuels. Par séparation, ça montre ce continent. Par éclatement de ce continent. Le Gondwana, nous dit Dos Santos. Peut-être. Il faut savoir que tous ces noms existent, hein. Et lequel correspond à ce continent unique daté de l'époque Permien-Trias, Carbonifère, avec une chaîne de montagne qu'on peut voir sur l'image, là, cette chaîne de montagne qui passait par la France, hein. Par la France, n'existait pas encore. Et la chaîne hercynienne. Des traces c'est central. Alors, la Pangée, nous dit Ibrahim. Et oui, c'était la Pangée. Vous êtes majoritaire en effet à avoir répondu. La Pangée. Tétis, c'est un océan. Les Gondwana, l'Eurasie, ce sont d'autres continents du passé, beaucoup plus lointains. Voilà pour cette petite question. Alors, au niveau donc de la correction, ce que je peux vous présenter, c'est ça. Donc je vous ai mis justement les continents actuels tels qu'ils existaient à l'époque de la Pangée, avec ce continent unique. Je vous ai mis un document où on voit également justement la chaîne varisque, hein, la chaîne hercynienne, qui était beaucoup plus haute en fait que ce qu'on peut avoir actuellement au niveau de l'Himalaya, l'Everest, etc. C'était une énorme chaîne de montagnes qui coupait en fait le continent de la Pangée en deux. Ah, la musique est un peu forte. Alors, je vais baisser ça tout de suite. Merci à Pauline de m'avoir prévenu. Et donc, comme vous le savez, en fait, l'histoire de la Terre, c'est ça. Ça se détache et ça, les continents se détachent puis se reforment. C'est un cycle. On appelle ça le cycle de Wilson. Ce que je vous ai mis ici. Donc, à chaque fois, on a une séance de rifting. Donc,
formation de l'océan, puis rapprochement donc de tous ces continents pour former le neurogénèse, donc une formation de chaîne de montagne. Puis ensuite, ça se resépare, etc. Et donc on a eu plusieurs chaînes de continents uniques comme ça au cours de l'histoire de la Terre. Voilà pour la petite histoire. Alors, on va passer à la suite. On regarde le top. Alors, est-ce qu'il y a eu du changement? Oui, car Ant est arrivé dans le podium. Val gagne une place. On continue avec la question suivante. Quelle est la plus grande plaque tectonique? Est-ce que c'est la plaque antarctique? Est-ce que c'est la plaque pacifique? Est-ce que c'est la plaque eurasiatique? Ou est-ce que c'est la plaque africaine? On compte 7 plaques vraiment majeures. Les plus grandes plaques. Mais laquelle c'est cette plaque est la plus grande? Et je vous prends une sélection de 4. Dites-moi hein, si la musique est encore trop forte. Je vais monter le micro également. Alors Ibrahim nous dit eurasiatique. Eh bien non, c'était la plaque pacifique la plus grande, oui, beaucoup plus grande que la plaque eurasiatique, que la plaque antarctique et la plaque africaine. C'est la plaque pacifique. Je vais vous donner quelques données de comparaison que j'ai récoltées et j'ai fait un top. Vous voyez, la plaque pacifique c'est la plus grande, ensuite on a la plaque eurasiatique, puis la plaque africaine, la plaque antarctique, la plaque nord-américaine, la plaque australienne, puis la plaque sud-américaine dans l'ordre des plaques des plus grandes aux plus petites. Donc la plaque pacifique, en effet, c'est la plus grande. Et elle a une particularité, la plaque pacifique, c'est une plaque totalement océanique, il n'y a pas de continent. Ce qui montre bien, en effet, que même les océans dérivent. Donc Wegener avait faux quand il disait que c'était la dérive des continents. Puisque même, on peut parler de dérive des océans, du coup. On sait que les plaques océaniques donc, vont également se déplacer. Allez, on enchaîne tout de suite. On regarde le top. Ouh, Elodie fait une chute. Val prend la tête. Dolomieu est deuxième. Amine, 40. Et Rémi, qui est juste derrière. Et ben là, il y a pas mal de changements. Hein. Donc ça chamboule le top. On passe à la suivante. Quelle donnée ne permet pas de mettre en évidence un mouvement à la surface de la Terre? Quelle donnée ne permet pas de mettre en évidence un mouvement à la surface de la Terre? Est-ce que c'est le magnétisme terrestre, le volcanisme de point chaud, l'âge du plancher océanique, ou est-ce que c'est la superficie de la Terre? Quelles données on peut étudier qui mettent en évidence un mouvement de la Terre? Sur quoi on peut se baser pour mettre en évidence un mouvement de la Terre? Et quel est du coup l'intrus, celui qui ne sert à rien, celui qu'on ne peut pas utiliser? À vous de me dire. Il y a 3 données sur lesquelles on peut se baser actuellement. Et c'était donc en effet la superficie de la Terre, parce que la superficie de la Terre est globalement constante, puisque tout ce qui va bouger à la surface, tout ce qui va être créé à la surface, on va attendre que le tracteur passe derrière moi. Donc tout ce qui est créé à la surface est en fait recyclé à un autre endroit. Allez donc c'est la ronde des tracteurs. Donc en effet c'était la superficie de la Terre. Je vous montre en correction tout de suite. Donc pour la question 4. Donc on peut se baser bien sûr sur l'âge du plancher océanique hein, pour estimer l'âge justement, même la vitesse d'expansion des océans. On peut se baser sur le magnétisme, puisque vous savez que certains minéraux vont sauvegarder le magnétisme terrestre. Vous savez qu'il y a des inversions du pôle magnétique terrestre, et donc ils vont sauvegarder justement ce magnétisme terrestre qui va permettre d'évaluer donc au niveau des âges et au niveau de d'évolution, donc de la vitesse d'expansion également océanique. Les points chauds également, si on les suit, puisque chaque point chaud en fait va trouer, on pourrait dire, la plaque tectonique. Donc en bougeant, la plaque tectonique va avoir différents trous correspondant à des volcans de points chauds. Et donc en les suivant, en les datant, on peut également mesurer un
une vitesse d'expansion océanique. Et puis ensuite, on a bien sûr, alors ça je ne l'avais pas mis, le GPS, qui est actuellement utilisé pour estimer la vitesse de déplacement des plaques tectoniques. Voilà pour ça. On revient au top, on va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a encore eu du changement? Alors, Val se maintient. On a Rémi qui dépasse 40, mais c'est serré. 4 points. On passe à la suivante. Écrivez le nom de l'enveloppe terrestre constituant les plaques, qui comprend la croûte et une partie du manteau. Quel est son nom sans faute d'orthographe? Là, vous devez taper le nom de cette enveloppe terrestre qui constitue une plaque tectonique. Une couche terrestre qui constitue une plaque tectonique qui comprend la croûte et une partie du manteau. Comment l'appelle-t-on? Et sans faute, je rappelle. Si vous faites une faute, tant pis. Vous perdez les points. Faites attention si vous êtes sur portable à votre T9, etc. On ne sait jamais. C'est dommage de perdre des points bêtement comme ça. Ibrahim nous dit l'asténosphère. Peut-être. Ça pourrait être l'asténosphère. Est-ce que l'asténosphère existe? La lithosphère, nous dit Armel. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Lithosphère, asténosphère. 21 réponses. Il reste 10 secondes, 22 réponses. Alors, il fallait répondre en effet la lithosphère. Donc, lithosphère avec ou sans accent, j'avais compté, bon, c'est en anglais sans accent. Donc, c'était la lithosphère. Vous êtes 15 à avoir bien répondu, et donc 16, pardon, à avoir bien répondu, à avoir donné la bonne réponse. En effet, la lithosphère, c'est cette couche donc à la surface de la Terre, qui comprend donc la croûte et la partie supérieure du manteau supérieur. On appelle ça en effet la lithosphère, le manteau lithosphérique et la croûte. Donc il y a deux types de lithosphère, comme vous le savez, la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. Lithosphère océanique qui est moins épaisse que la, qui a une racine crustale beaucoup moins profonde que la lithosphère continentale. Dorian nous dit, je sais pas écrire lithosphère. Ah bah ça c'est dommage hein, quand même. Ça vient de lithos. Alors justement, correction. Bah je l'ai mis là. Lithos, voilà. Donc ça veut dire la boule de pierre, hein, la sphère, et lithos c'est la pierre. Donc d'où en effet lithosphère, il ne fallait pas se tromper au niveau de l'orthographe. Moi je le dis à mes collégiens, ne pas se tromper au niveau de l'orthographe, alors c'est dommage que des universitaires se trompent. Tant pis. Ah, il y en a plein en fait, il y a Val aussi qui s'est trompé. Aïe 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 aïe. Bah Val ça sent la chute hein. On va regarder ça tout de suite mais... Alors du coup, bah, chute de Val, bah oui. Et Rémi prend la tête, car Ante juste derrière, Amine, M et Lu. Eh ben, on a pas mal de changements dans le top là ce soir. On continue. C'est pas fini. Comment appelle-t-on la limite inférieure de la lithosphère du coup? Est-ce qu'on appelle ça le Moho, la LVZ, la discontinuité de Lehmann, ou est-ce que c'est la discontinuité de Gutenberg? Comment appelle-t-on cette limite inférieure de la lithosphère? La couche, voilà, on a la surface, et en dessous, comment on appelle cette limite sous la lithosphère? On appelle ça le Moho, la LVZ, la discontinuité de Lehmann, ou la discontinuité de Gutenberg. Les quatre existent, mais laquelle correspond à la partie inférieure de la lithosphère? On va nous dire nos profs seraient pas fiers. Bah oui, en effet. Alors le Moho nous dit Armel. Gutenberg nous dit Cara. Aussi nous dit le Moho également.
Le mot, apparemment le mot... Ah, c'est pas possible, c'est encore bugué, c'est pas possible. On a encore eu un crash, et ben génial. Bon, voilà. Donc oui, vous avez raté du coup cette question qui était donc sur l'ordre de grandeur de la vitesse des plaques. Donc les plaques vont se déplacer à une dizaine de millimètres par an, donc à quelques centimètres par an. En effet, le temps que tout le monde revienne, je vous montre un peu la correction. Donc ça, c'est un exercice que je fais avec mes élèves de 4e. Donc ils doivent mesurer, en fait, estimer la vitesse d'expansion de l'océan Atlantique. Et puis en faisant un petit calcul simple, 1500 km séparant donc la dorsale au plancher océanique daté de 150 millions d'années, on fait un petit calcul, on arrive à 1 cm par an. Ce qui est à peu près la vitesse d'expansion, de déplacement en tout cas de la plaque. Et je vous ai mis quelques vitesses, alors vous les voyez mal. Mais la Pacifique, c'est 10 cm par an, c'est vraiment la plaque qui se déplace le plus rapidement. Je monte un peu la correction. Voilà pour ça. Donc ça, c'est un exercice que je fais. Nouveau code, non, car il n'y a pas de nouveau code, c'est toujours le même. Toujours le même code. Ils doivent mesurer, en fait, estimer la vitesse toujours le même code. L'océan Atlantique. Et puis en faisant un petit calcul simple, 1500 km séparant donc la dorsale au plancher océanique daté de 150 millions d'années, on fait un petit calcul. Je vais remettre. Ce qui est à peu près la vitesse de déplacement en tout cas de la plaque. Donc out.it code. C'est vraiment la plaque qui se déplace le plus rapidement. Voilà pour ça. Donc ça, c'est un exercice que je fais. Nouveau code, non, 40, il n'y a pas de nouveau code, c'est toujours le même. Toujours le même code. Le code, c'est 970 02 995. Voilà, le code est resté le même. Normalement, si vous mettez votre pseudo, vous retrouvez... Alors, c'était quoi la réponse à la réponse précédente, nous dit Dorian. Tu parles de quelle question, Cathy? Celle sur le... Donc c'était la LVZ qui séparait la lithosphère de la sténosphère. C'était ça. On entend en écho. Ah. On m'entend en écho parce que je n'avais pas coupé le son en effet du nouveau live. Alors, est-ce que tout le monde est revenu normalement dans le jeu? Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on peut continuer? On n'est pas perdu? Tout le monde est revenu ou pas? Sur la discontinuité, Armel, c'était la LVZ. C'est la LVZ. Alors je vais remettre, Attends que tout le monde revienne. C'est la LVZ, la Low Velocity Zone, cette zone où les vitesses des ondes donc est plus réduite. Je ne sais pas ce que vous avez entendu du coup avec la coupure. Mais c'est cette zone en fait plus ductile du manteau terrestre qui permet justement le mouvement des plaques par-dessus. Genre de pâte à modeler, ce que je dis à mes élèves de collège. Et en fait, ce qui permet ce mouvement, et a été identifié par, justement par la diminution de vitesse des ondes sismiques. Comme vous savez, une diminution revient à une baisse de rigidité. Et donc, c'est pas le mot haut. Le mot haut, c'est la différence entre la croûte, et la séparation entre la croûte et le manteau. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est revenu dans le game? Est-ce que tout le monde est revenu dans le game? Dites-moi par commentaire si c'est OK. Est-ce que c'est OK pour vous? Dorian nous dit oui. Bon, ça a l'air d'aller, du coup on va pouvoir y aller. C'est bon pour moi, ok. Bon, allez, on enchaîne. On y va, je lance la question suivante. Bon, du coup, il n'y a pas eu de réponse sur cette question, tant pis. Vrai ou faux? La poussée des plaques océaniques au dorsal est le moteur de la tectonique des plaques. Ça va au dorsal, donc il y a de la lithosphère qui est créée, qui va pousser du coup... d'après cette théorie, ce qui va pousser du coup les plaques, ce qui va faire que les plaques vont bouger. Est-ce que d'après vous c'est vrai? Est-ce que cette poussée c'est le moteur, ce qui est responsable de la tectonique des plaques? Vrai ou faux?
Question, on revient à dire quel est le moteur du coup de la tectonique des plaques. Est-ce que c'est dorsal ou pas? Caout, je suis pas chez moi. Ah bah il faut remettre un code. Faut remettre un code, je ne sais pas. Arséma nous dit vrai, Armel nous dit faux, vous n'êtes pas d'accord. Si je suis pas Caout, et ben faut remettre pour lancer, remettre le code à un nouveau pseudo, comme on l'a fait la dernière fois en fait. Où est-ce la subduction? Telle est la question. Bah, en effet. On a 18 réponses. Le code, s'il vous plaît, le code est en bas de mon écran. C'est caout.it 970 29 95. Et tout en bas. Juste en dessous du vrai. Donc c'est faux, hein, non, la dorsale n'est pas le moteur, en effet, de la tectonique des plaques. On est plus, en effet, au niveau de la subduction, en effet. Alors j'ai oublié le nom, je ne sais pas si quelqu'un là, j'ai essayé de le chercher tout l'après, mais je n'ai pas retrouvé. Le nom de cette force, là, quand la plaque subduite va tirer le reste de la plaque. Il y a un nom, et trou de mémoire, impossible de le trouver, un nom anglais. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'avez ou pas. Mais il y a également la convection, bien sûr, la convection montélique, hein, qui va être ce moteur de la tectonique des plaques. Donc si je vous montre en correction... Ouh là là, je suis perdu là. Non, je vais dans le mauvais sens. Tac. Donc oui, on a donc les cellules de convection, bien sûr, montélique, qui vont permettre ce tapis roulant océanique, mais aussi également le slab pull. C'est ça, exactement, merci Dorian. C'est ça. C'est ça. C'est le slab qui est tiré, exactement. Alors, je l'ai cherché tout l'après-midi, impossible de retrouver. Je l'avais sur le bout de la langue. Merci Dorian. Et donc, en effet, c'est la subduction qui va également donc, tirer justement cette lithosphère océanique, liée bien sûr à la machine Terre globale avec la cellule de convection, mais en tout cas, c'est pas la dorsale. Ça, c'est certain. C'est une conséquence, en effet, la dorsale de cette tectonique des plaques. Alors, est-ce que on peut continuer? Est-ce que tout le monde est à jour dans son caout? Donc là, on s'était partagé un 8 contre 10. On va regarder le top. Alors j'espère que du coup on a encore les mêmes pseudos et qu'on aura une évolution dans le top. On va regarder ça. Ah non, ça refait des nouveaux. Ah ouais, d'accord. Du coup on n'a pas d'évolution. Bon, on refera les points à la fin, comme la dernière fois. C'est pas grave. C'est moins fun, mais on fait avec. Alors, on va passer à la question suivante. Ouais, les scores ont été remis à 0, je vois ça, Cathy. Mais c'est pas grave, à la fin, je vous rediffuserai les codes, les points, et vous additionnerez. Et comme ça, on aura le total. Et on verra qui a gagné. On n'a pas le choix. Question 9. Quel est le nom du premier scientifique à avoir remarqué l'alignement sismique au niveau des fosses océaniques? Donc, au niveau des fosses océaniques, il y a un alignement sismique au niveau des hypocentres, l'alignement des hypocentres des séismes, au niveau de la zone de subduction. Qui est le premier à l'avoir remarqué? Est-ce que c'est Wadati? Est-ce que c'est Benioff? Est-ce que c'est Wegener? Ou est-ce que c'est S? Alors, qui est le premier? Alors, faites-vous pas piéger, hein, parce que qui a mis en évidence donc cet alignement, on le voit là sur le document, cet alignement de séisme qui montre en fait la plongée de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale ou la lithosphère océanique sous la lithosphère océanique, hein, ça arrive aussi. C'était dans les années 30, ça peut vous aider. On appelle ça le plan de... Souvent on dit deux noms. Souvent on donne deux noms. Mais quel est le premier de ces deux-là? Parce qu'il y en a un qui a repris la théorie de l'autre. 20 ans après. Pour l'améliorer. Et pour mettre au goût du jour, puisqu'on avait découvert la tectonique des plaques dans les années 60, enfin 50-60. Oula, il y a une erreur là.
Alors, c'était pas S, hein, c'était Wadatim. Apparemment, il y a une erreur dans mon quiz. Donc, il vous dit S, mais c'est pas S. Alors, désolé. Alors, celui qui a eu le point, là, il y a une erreur. C'était Wadati qui était le premier, qui était un japonais qui a découvert en fait la subduction, donc le plan de Wadati Benioff, donc qui a été repris par Benioff après. Du coup, là, il y a une erreur. Ben, tant pis, c'est moi qui ai fait l'erreur en faisant le quiz, décidément. Alors, je vous montre juste le document. Donc, vous avez ici ce plan, donc on appelle le plan de Wadati Benioff, donc du nom de ces deux scientifiques. Alors, on va continuer avec la question suivante. On a la question combien là? Donc le top, du coup, je passe. Question 10. Quelle proposition est vraie concernant cette roche? Donc vous avez une roche, LPA, LPNA, un échantillon macro. Est-ce que c'est une roche de lithosphère océanique? Est-ce que c'est une roche issue d'un magma peu différencié? Est-ce que c'est une roche volcanique? Ou est-ce que c'est une roche qui peut contenir de l'olivine? Alors, d'après vous, quelle est la proposition vraie? Il y en a une qui est vraie parmi tout ça. Une question d'expert. Déjà, est-ce que vous avez reconnu cette roche déjà? Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez reconnu cette roche. L'image est assez floue, faut mettre en HD Armel pour la voir nette. Vous cliquez sur la petite roue dentée qui est en dessous de ton live. Alors, oulala, c'est serré. Hein. Donc c'était un granit. Le granit n'est pas une roche de la lithosphère océanique, c'est une roche de la lithosphère continentale. C'est une roche donc de la croûte terrestre. Une roche issue d'un magma plutôt différencié. Et c'est une roche qui est plutonique. Du coup, en effet, c'est une roche qui peut contenir de l'olivine. Alors, il existe en effet des granites qui contiennent de l'olivine. Alors, en France, il n'existe qu'un échantillon qui a cette particularité. C'est le granit corse. Donc le granit corse présente donc l'olivine, donc type fayalite à fer ferreux. Donc en cohabitation avec le quartz, comme vous le savez, c'est ultra rare d'avoir de l'olivine et le quartz, puisque l'olivine en général c'est pour un magma qui est plutôt peu différencié. Et donc ça existe en effet. On peut avoir un quartz donc avec de l'olivine. Et donc vous avez reconnu notamment le quartz, donc le mica, la biotite et le feldspath. Donc typique d'un magma qui est plutôt différencié. Voilà pour ça. Donc c'est une question plutôt pointue. On passe à la question suivante. Alors pour la question suivante, je vous préviens tout de suite, il va y avoir un petit calcul. Donc si vous avez une petite feuille, un petit stylo, une petite feuille de brouillon, un petit stylo à côté de vous, ça peut vous aider. Vous allez avoir 240 secondes pour répondre, parce que justement, il va falloir plus réfléchir. C'est un petit problème mathématique lié à la tectonique des plaques. Donc je vous laisse aller chercher une feuille. Pendant ce temps-là, moi j'affiche le top, qui ne va pas changer forcément. Voilà, j'espère qu'à la fin les points seront recomptés, ou sinon on le recomptera nous-mêmes. Ah, c'est bon, vous avez une petite de quoi noter, une petite feuille, un petit support, peu importe, à côté de vous. Et donc on va pouvoir regarder justement cette question qui va nous déplacer vers une faille bien connue, la faille de San Andreas. On y va. Les points sont multipliés par 2 du coup. Alors, Los Angeles et San Francisco se rapprochent à une vitesse de 5 cm par an et sont séparés de 600 km. Dans combien de temps seront-ils voisins? Est-ce que c'est dans 120 000 ans? Est-ce que c'est dans 1 200 000 ans? Est-ce que c'est dans
12 millions d'années ou est-ce que c'est dans 120 millions d'années? À vous de réfléchir, à vous de résoudre cette petite énigme. Vous avez 240 secondes, vous avez le temps cette fois-ci de réfléchir à votre calcul. C'est une histoire d'unité, hein. Calcul simple. D'après vous, 120 000 ans, 1 200 000 ans, 12 millions d'années ou 120 millions d'années? Alors, Oussine nous dit 120 000 ans. Est-ce qu'il est bon en maths, Oussine? Je ne sais pas. Encore le temps, il reste 150 secondes. Vous ne trouvez pas la réponse sur internet, je pense, hein. Donc là, autant faire le calcul. C'est ça, Dorian, ouais. C'est les conversions, en effet, qui vont faire que convertir des centimètres en kilomètres, des années en millions d'années. Faites votre petit tableau de conversion. Alors, 12 millions d'années, nous dit Sophia. 120 millions d'années, nous dit Oussine. Alors, qui sont les forts en maths? Il y a 22 réponses, pour l'instant, on a encore qui réfléchit. Vous avez encore le temps, vous avez encore une grosse minute pour répondre. Vaut mieux bien répondre que de répondre faux, au moins vous avez des points. Alors, 12 millions pour Michel, 12 millions pour Sema, je me perds dans les zéros. Alors, on est plus sur 12 millions d'années apparemment. Dans 12 millions d'années, Los Angeles et San Francisco donc seraient collés, peut-être pas. Règle de 3, nous dit Sophia. 120 millions, nous dit Danton. C'est une histoire de zéro, hein, c'est certain. Une histoire de conversion. Donc juste après ce quiz, hein, on en aura fini donc avec le quiz sur la tectonique. Donc on votera pour le quiz de dimanche prochain. Et puis juste après, on comptera nos points. Si ça ne se fait pas tout seul. 12 millions d'années, nous dit Sama. 12 millions. Il y a du 12 millions et du 120 millions. Et combien de zéros pour... Dans tous les cas, on ne connaîtra pas cette période. Ouais, bah je me doute, oui. Je pense, ouais, je pense. Bah, vu ce qu'on fait de la Terre, de toute façon. Alors, c'est fini. Alors, 12 avoir pensé, 12 millions d'années. En effet, c'était la bonne réponse. Alors, je vous montre tout de suite le calcul que moi j'avais fait. Donc, c'est la faille de San Andreas, hein, vous connaissez. 600 km séparent Los Angeles de San Francisco. Vitesse 5 cm par an, ce qui équivaut à 0,00005 km par an. Et ensuite, il suffisait donc de mettre les années en millions d'années, ce qui fait 50 km par million d'années. Et ensuite, le calcul est simple. Il suffisait de faire un produit en croix. Puis ensuite, on avait donc les 12 millions d'années. Donc en effet, c'était bien 12 millions d'années. Et donc cette faille, hein, comme vous savez, elle est tendue. Et puis un jour, peut-être qu'elle se débloquera, même sûrement, on ne sait pas quand. Et ce jour-là, eh bien, ça fera des ravages. Et ça fait déjà d'ailleurs des ravages. Il y a déjà eu l'année dernière, notamment des séismes importants. Mais c'est ça le Big Crunch. Le jour où cette faille va se décaler et faire des dégâts. Faille décrochante. Alors, du coup. Donc là, ça évolue pas. On verra à la fin si ça...
Alors, le sondage. Quel sera le thème du quiz de dimanche prochain? 4 thèmes proposés. La paléontologie, les roches et minéraux en tout genre, les déformations et contraintes, ou les ressources naturelles. Donc Dorian vous dit par exemple faille dextre. Et bien là, dans déformations et contraintes, on pourrait parler notamment des failles dextre et senestre. Donc à vous de décider quel serait pour vous le thème idéal pour la fois prochaine. Donc paléontologie, roches et minéraux en tout genre, ressources naturelles, déformations et contraintes. Alors, la paléontologie, roches et minéraux en tout genre, déformations et contraintes. Roches et minéraux. Ah, bon, on va voir, on va voir. Déformations et contraintes pour... déformations. Ah, déformations et contraintes, il a l'air d'avoir du succès. Hein. Roches et minéraux aussi. Paléontologie, ouais, ils sont tous... Ressources naturelles, par contre... ça, c'est pas un truc qui vous botte. Hein. Le pétrole, le charbon... le gypse, le diamant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est serré là. Ah non, large. Ah bah, les ressources naturelles. Bah, dis donc. Donc, c'est les ressources naturelles qui ont gagné. Bah, dis donc, je pensais pas vu les commentaires. Mais les gens de l'ombre, donc, ont décidé ressources naturelles. Eh ben, je vais bien galérer pour faire ce quiz là, je peux vous le dire, parce que les ressources naturelles, c'est pas mon truc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera donc les ressources naturelles. Alors, on va regarder maintenant vos points. Est-ce qu'on a un podium correct ou pas? Bah non du coup. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre les points et vous allez me dire qui a le plus de points ou pas. Alors attendez. Je vais afficher tout de suite les points. Comme je l'ai fait la fois dernière quand ça a bugué. La tectonique, voilà. Et donc on a les points qui sont là. Hop, allez j'affiche les points. Voilà. Donc vous avez vos points, vous voyez par rapport à vos pseudos. Si vous avez mis deux pseudos différentes, vous notez vos points et vous ajoutez, vous nous donnez en commentaire vos nombres de points, comme ça on saura qui est le meilleur. Donc soyez honnête, hein, ajoutez bien sûr les points progressivement sans tricher. Le but c'est de s'amuser et de savoir qui a gagné ce défi. Donc je vais descendre, là vous avez de 1 à 16. Donc je peux descendre un peu. Tac, donc voilà, de 10 à 25. C'est bon. Je vais diminuer, descendre, tac tac. Donc de 25 à 40. Et après on n'a que des 0 points. Donc ça sert à rien de descendre plus bas. Donc je remonte, on a donc de 31 à 16. Notez bien votre score par rapport à votre pseudo. Et je remonte, donc de 1 à 15. Notez bien vos points. Et donc je regarde maintenant les commentaires. Dites-moi combien vous avez eu de points. Alors Amine a eu 8874 points, ok. Dorian est derrière avec 7151 points. Donc pour l'instant on a Amine qui a le plus de points. Alors, qui a le plus de points? Dites-moi. On ajoute à quoi? Bah, vous ajoutez vos deux nombres. En fait, vous avez eu normalement deux pseudos. Donc, Cathy, je vois que tu as eu 7000. Ah, peut-être que Cathy, ça a fonctionné. Du coup, tu as 7407 points. Pour certains, je pense que ça a bien fonctionné. Je ne sais pas. Ok, donc pour certains, ça a fait l'addition directe. Donc pour le même pseudo. Même si ça ne s'affiche pas dans l'animation, ça a dû s'ajouter. Bah, donc c'est ça le top, je pense alors. Donc là, le premier, c'est M. M qui a 7532. Bah non, Amine avait 8874. Donc apparemment, c'est Amine qui a gagné, non? Je pense.
Je pense que c'est Amine notre grand gagnant. On a Amine 1, Amine 2 en effet. Et si on ajoute les deux, on est à 8000. Plus de 8000 points. Ok Val. Donc c'est bon, vous avez vos points. Donc Amine visiblement est le grand gagnant. Bravo Amine. Tu as remporté ce défi sur la tectonique des plaques. Et donc bah voilà, le quiz est terminé. Donc on se retrouve dimanche prochain pour un quiz sur les ressources naturelles. Il va falloir que je bosse ça. Et puis donc 10 questions sur les ressources naturelles, en espérant qu'on n'aura pas de bug comme ce soir et comme la dernière fois. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas d'aller voir les étoiles, je vous rappelle. Hein, les lyrides en ce moment, vous pouvez voir les étoiles filantes dans le ciel si vous avez une vue dégagée. Donc je vous laisse tout de suite, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 21h53. Voilà, on a duré moins d'une heure, c'est super. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des petits retours à faire, des conseils, des idées, etc. Et on se retrouve donc dimanche. Allez, au revoir tout le monde. 20 questions, nous dit Lucas. 20 questions. À côté, je reprends les cours, moi, la semaine prochaine. Hein, les cours à distance avec mes élèves. Donc, faut que je bosse. Hein. Donc, 20 questions sur les ressources naturelles, ça va être chaud. Allez, bonne soirée tout le monde. Au revoir.